Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Les colis trouvés dans des avions cargos américains en Angleterre et à Dubaï contenaient bien des explosifs opérationnels. Washington parle d'une menace terroriste crédible portant la marque d'Al-Qaïda. Attention aux orages, 7 départements du sud-est sont sous le coup d'une alerte orange de Météo France. De fortes pluies sont attendues la nuit prochaine, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Var. C'est une substance nocive et interdite en France depuis le mois de juin dernier. Pourtant, de nombreux objets de notre vie quotidienne contiennent du bisphénol A. Il pénètre dans l'organisme par simple contact avec la peau. Peut-être la fin d'un tabou en Italie. Une manifestation de victimes de prêtres pédophiles est prévue demain à Rome sans autorisation. Les récentes révélations d'abus sexuels au sein de l'église brisent le silence. Témoignage dans ce journal. Et puis veille de bataille navale à Saint-Malo, dernière nuit bretonne pour les 85 skippers de la route du Rhum. L'un des favoris, Thomas Coville, sera en direct avec nous. Il nous dira comment il se sent. Enfin, un casting royal pour la princesse de Montpensier, une fresque historique et romanesque, signée Bertrand Tavernier et en salle mercredi. Des colis piégés qui portent l'empreinte d'Al-Qaïda. Voilà ce qui a donc été découvert hier soir dans des avions cargos américains en Angleterre et à Dubaï. Toutes les sources le confirment ce soir. Barack Obama, en campagne pour les élections de mi-mandat, se dit déterminé à détruire l'organisation terroriste. Aux États-Unis, le reportage de nos correspondants Maryse Burgot et Laurent Desbois. Des bombes dissimulées dans des cartouches d'imprimante. Le contenu de ces 2 colis piégés destinés aux États-Unis ne laisse aucun doute sur les intentions. Les enquêteurs y ont trouvé de la peintrite, une poudre hautement explosive et aussi un circuit électrique relié à une carte de téléphone portable. Dès hier soir, Barack Obama intervenait sur la réalité de cette menace. Je veux brièvement informer le peuple américain d'une menace terroriste crédible contre notre pays. Ces 2 colis ont été interceptés dans des avions cargo en provenance du Yémen, l'un en escale en Grande-Bretagne et l'autre à Dubaï. Dès hier soir, la Maison-Blanche désignait un commanditaire, le groupe Al-Qaïda au Yémen. Et après les responsables américains de la lutte antiterroriste, les autorités de Dubaï et de Londres confirment que c'est une alerte sérieuse. Je peux affirmer que le dispositif était actif et aurait pu exploser. Résultat, c'est la crispation sur l'ensemble du trafic aérien aux États-Unis. Plusieurs avions cargo ont été passés hier au peigne fin et cet avion de ligne a été escorté par précaution jusqu'à New York par des F-15 américains. Il venait de Dubaï. Ce soir, les autorités du Yémen ont repéré un suspect, une femme soupçonnée d'avoir aidé à la préparation de ces colis piégés. En attendant, plusieurs pays ont suspendu leur fret aérien en provenance du Yémen. Et en direct de Washington, on vous retrouve, Maryse Burgot. Bonsoir. À 3 jours maintenant des élections de mi-mandat, cette affaire de menace terroriste surgit dans la dernière ligne droite de la campagne. Oui, Marie, alors que le terrorisme n'a pas du tout été un thème de campagne. Vous savez, ce qui préoccupe aujourd'hui les Américains, c'est essentiellement la crise économique. Et c'est la première fois d'ailleurs depuis longtemps que ce thème de la menace terroriste n'est pas au cœur d'une élection américaine. Alors Barack Obama a quand même pris soin hier soir de réagir très vite pour donner l'image d'un commandant en chef déterminé. Est-ce que ce timing, Maryse, va servir les intérêts du camp démocrate ? Non, je ne crois pas, tout simplement parce que je vous le disais, ce qui préoccupe les Américains, c'est le chômage de masse. Alors bien sûr, les Américains sont heureux de voir que les services de renseignement ont parfaitement bien fonctionné, mais ça ne changera pas la donne pour le résultat de ces élections mardi et la défaite annoncée du camp démocrate. Maryse Burgot, merci Maryse, en direct de Washington. Alors nous l'avons vu, ces 2 engins explosifs déguisés en colis postaux étaient partis du Yémen, pays très religieux où le djihad, la guerre sainte, a toujours fait partie de la culture. Les médias officiels affirment que les autorités sont très mobilisées contre Al-Qaïda. Pourtant, l'organisation terroriste a réussi à s'implanter dans la société. Gérard Grisbeck. Le royaume de la reine de Saba. L'histoire du Yémen a fait rêver des générations d'explorateurs avec ses images dignes des 1001 nuits. Mais ce pays grand comme la France ne fait plus rêver personne depuis 10 ans.
Depuis exactement ce 12 octobre 2000, où un attentat dans le port d'Aden contre le destroyer USS Cole fait 17 morts, tous américains. Un an avant le 11 septembre, l'organisation de Ben Laden est déjà implantée au Yémen. C'est ici qu'est né le chef d'Al-Qaïda. Depuis déjà 10 ans, le Yémen est une base terroriste. C'est un État failli où le pouvoir central est très faible, la situation de misère est très importante et donc pour Al-Qaïda, sans structure étatique qui puisse s'opposer à lui et avec des gens laissés à eux-mêmes qui sont dépourvus de ressources, où il peut donc naturellement recruter, c'est effectivement un sanctuaire. Un sanctuaire qui s'est trouvé un porte-parole en la personne de cet imam américain réfugié au Yémen. Un sanctuaire qui touche ces 3 régions, soit le tiers du pays, avec ces centaines d'hommes en armes qui entraînent aussi au combat des militants venus du monde entier, comme ce Nigérian qui a tenté de faire sauter un avion américain reliant Amsterdam à Détroit. C'était à Noël dernier. Une menace terroriste crédible donc, comme le dit Barack Obama, qui, on l'a vu, poursuit une campagne difficile pour les élections de mi-mandat. Le scrutin a lieu mardi, alors que les républicains sont donnés vainqueurs. Une grande manifestation a réuni aujourd'hui à Washington des milliers d'opposants aux ultra-conservateurs du Tea Party. Sur place, Stéphane Bretner, Aaron Diamond. C'est Halloween, jour de fête aux États-Unis, et cela se voit partout sur la grande pelouse du Mall de Washington. Malgré l'alerte terroriste, pas de mesures de sécurité particulières. D'ailleurs, ils sont 200 000, 2 fois plus que prévu, venus dire non au Tea Party. Le Tea Party, c'est cette 3e voie ultra-conservatrice qui, disent-ils, pollue la vie politique américaine. On est là pour dire à quel point la politique est devenue ridicule dans ce pays, avec ces gens du Tea Party qui jouent sur la peur. Nous pensons que le système politique est devenu fou et nous nous mobilisons aujourd'hui pour remettre tout ça en ordre. Un rassemblement pour revenir à la raison. Voilà le titre choisi par les organisateurs Stewart et Colbert, les 2 comiques les plus célèbres des États-Unis. Ils voulaient une contre-manifestation à celle du Tea Party fin août au même endroit. L'animateur vedette de Fox News, Glenn Beck, ou Sarah Palin avaient rassemblé des milliers de personnes pour, disait-il, rétablir l'honneur du pays. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Êtes-vous prêts à revenir à la raison? On va laisser cet endroit encore plus propre que l'état dans lequel on l'a trouvé. Même si les organisateurs refusent le terme de meeting politique, un tel rassemblement à 3 jours des midterms n'a rien d'anodin dans une ville à 95% démocrate. Le succès de cette manifestation pourrait bien changer la donne de ces élections. Les nombreux démocrates qui comptaient rester chez eux mardi prochain pourraient finalement se décider à se rendre dans les bureaux de vote. Premier jour du week-end de la Toussaint et il y a de l'essence pour tout le monde, en tout cas sur les autoroutes. Grâce au plan Toussaint, les stations-service seront rechargés demain et lundi. Des camions citernes comme ceux que vous voyez ont été prépositionnés pour pouvoir livrer rapidement les stations qui seraient à sec. Sur les autres réseaux, quelques difficultés subsistent. Retour prévu à la normale en milieu de semaine prochaine. Attention aux fortes pluies et aux orages. 7 départements sont ce soir en alerte orange. Vous le voyez sur la carte. Il a plu beaucoup aujourd'hui sur le Gard. La nuit prochaine, ce sont les Bouches-du-Rhône et le Var qui devraient essuyer un épisode pluvieux particulièrement sévère. Il est même recommandé de ne pas sortir. Reportage à Quissac, Christophe Pétraud, c'est Stéphane Alérang. En quelques heures, le Vidourle est monté de presque 3 mètres. Sur ce secteur, au sud des Cévennes, il est tombé 200 litres d'eau au mètre carré. Qu'est-ce que vous faites? On mesure le débit du Vidourle en fait. À Quissac, la population a été alertée. Des routes ont été préventivement coupées, des parkings évacués, des consignes qui ne sont pas toujours respectées. Même si on déclenche la sirène, ils ne vont pas sortir leur voiture. Puis ils s'étonnent qu'elle soit inondée ou emportée le matin. Les services de secours du Gard sont intervenus une dizaine de fois. Certains axes de campagne sont difficilement praticables. C'est un pont submersible, c'est prévu pour qu'il soit inondé, que l'eau passe dessus. Il faut être prudent parce que le Vidourle, c'est une rivière quand même qui est impétueuse et qui est très surprenante. Dans le département de l'Hérault, en zone urbaine, là aussi, les averses ont surpris quelques automobilistes.
On est débordés, voilà, quoi vous dire de plus, on a pas mal de dépannage, on a appelé de partout, il y a les voitures beaucoup dans les fossés, les gens ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas partir et ils sortent quand même, mais bon. Les sols sont saturés d'eau. Sur l'autoroute A9 entre Montpellier et Nîmes, les pluies soutenues ont même provoqué un glissement de terrain. L'alerte est maintenue jusqu'à dimanche soir. Et on apprend à l'instant que le match Marseille-Rennes, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, n'aura pas lieu aujourd'hui. Les pluies torrentielles ont rendu la pelouse du stade Vélodrome impraticable. C'est une substance interdite en France depuis le mois de juin dernier. Le bisphénol A est un produit nocif qui pénètre l'organisme par simple contact avec la peau. Pourtant, tickets de caisse, cartes bancaires ou boîtes alimentaires, de nombreux objets de notre vie quotidienne en contiennent. Explication Clément Le Goff, Didier Dahan. Elle était déjà accusée de perturber le système hormonal. Aujourd'hui, cette substance chimique sème le trouble une nouvelle fois. Après un an de recherche, cette équipe de scientifiques toulousains de l'INRA en est convaincue. Le bisphénol A peut entrer dans le corps autrement que par voie alimentaire. Notre étude, ce qu'elle montre, c'est qu'il pourrait y avoir une autre voie, une autre porte d'entrée pour le bisphénol A dans l'organisme, et qui serait la peau. Si vous voulez, il est tout à fait possible qu'actuellement, l'exposition humaine, on sait qu'elle arrive à peu près tous les jours à des faibles doses. Il se pourrait qu'elle soit légèrement sous-estimée. Pourtant, on en trouve partout, à l'intérieur des canettes ou dans les boîtes de conserve, mais aussi sur les tickets de caisse. Le bisphénol A est présent dans la plupart des plastiques alimentaires. Régulièrement, les scientifiques alertent sur ces risques: diabète, maladies cardiovasculaires ou troubles de la reproduction. Depuis le mois de juin, la substance est interdite en France uniquement dans la commercialisation des biberons. La solution passe par l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires. C'est ce qui a été fait dans des États américains comme le Connecticut, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui en France et en Europe. Les associations de consommateurs réclament le développement d'alternatives au bisphénol A. Avec cette nouvelle étude, les agences sanitaires pourraient revoir leur position. La mort de 4 Français dans un accident d'hélicoptère en Antarctique. L'appareil transportait des techniciens de l'Institut polaire Paul-Émile Victor quand il s'est écrasé sur la banquise au large de la Terre Adélie. Lubna Anaki. Les passagers de l'hélicoptère accidenté faisaient partie d'un équipage chargé de ravitailler la base du Mont d'Urville. Une base scientifique française installée en Antarctique depuis 1956. La mission est partie du sud de l'Australie à bord de l'Astrolabe. En temps normal, ce bateau accoste directement sur les côtes de la base. Mais en cette période de l'année, la glace fait barrage. Du coup, l'équipage a dû débarquer à 370 km de la station pour finir le voyage en hélicoptère. Les 4 Français devaient effectuer la première rotation. Leur appareil n'est jamais arrivé. Selon les premiers témoignages, ils auraient été surpris par une violente tempête de neige. Les autorités écartent l'erreur humaine. Ce sont des terres extrêmes, elles méritent leur nom. Nous prenons bien sûr toutes les précautions possibles pour faire en sorte que la sécurité soit assurée. Il n'y a pas de risque zéro et en revanche les conditions climatiques peuvent être parfois tellement hors normes qu'elles peuvent peut-être provoquer des accidents, l'enquête le dira. Les corps des 4 victimes ont été rapatriés sur la base du Mont d'Urville où une chapelle ardente a été mise en place. Le dernier accident similaire remonte à plus de 10 ans. Il avait fait 3 morts. La présidentielle ivoirienne, premier tour demain, premier scrutin depuis 10 ans et dernier meeting de campagne pour Laurent Gbagbo. Le président sortant qui se voit déjà en vainqueur malgré un bilan qui compte une rébellion et un cataclysme économique. Et puis retourne aux urnes pour plus de 136 millions de Brésiliens. Demain aussi, second tour, cette fois de l'élection présidentielle. Dilma Rousseff, la candidate du Parti des Travailleurs, protégée de Lula, est donnée vainqueur par les derniers sondages face à son opposant José Serra dans une campagne à couteau tiré. Samassoula, Mathias Second sur place. Brasilia, la capitale administrative du Brésil, se prépare à accueillir la ou le successeur de Lula. Jusqu'à la dernière minute, les partisans de Dilma Rousseff, la dauphine désignée par le président sortant, tentent de corriger l'image que l'opposition a dressée d'elle dans une campagne sans concession. C'était lamentable. L'opposition a dit plein de mensonges sur Dilma, mais le peuple n'est pas dupe. Ils ont dit qu'elle était pour l'avortement, qu'elle n'avait pas de religion, qu'elle était athée, mais tout cela est faux. Elle est très croyante. Le plus grand pays catholique au monde, rattrapé par ses démons. Exit les thèmes sur le bon bilan économique, le chômage et la pauvreté.
La morale et la religion ont pris le dessus. Dans le dernier débat télévisé hier soir, les deux candidats ont laissé des agressions au placard. José Serra, le candidat social-démocrate, 68 ans, joue sa dernière chance d'être président. Il a perdu face à Lula en 2002. J'ai de l'espoir et je suis confiant, je ferai avancer le Brésil en matière de sécurité, en matière de santé et en matière d'éducation. Le président de la République doit être capable de gérer la vie réelle et concrète des gens. Dilma Rousseff et son mentor Lula ont pour cette fois joué l'humilité pour gommer leur erreur du premier tour, donner l'impression que la victoire est acquise avant l'heure. Et en direct de Brasilia et dans le vent, on retrouve Sama Soula. Bonsoir Sama. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette campagne du deuxième tour s'est déroulée dans un climat délétère. Oui, Marie, cette campagne a été marquée par une grande agressivité entre les deux camps qui ont usé et abusé de tous les coups bas, des clips de dénigrement, des accusations de corruption, d'espionnage. Il y a même eu des lancers de bombes à eau et de rouleaux de scotch sur les candidats. Alors ce qui a attisé, déchaîné les passions, c'est la question de l'avortement. Dans certains temples et certaines églises, on a présenté Dilma Rousseff comme une sorcière pro-avortement qu'il faut brûler. Pour mettre fin à cette polémique, Dilma Rousseff a même dû rédiger par écrit, s'engager par écrit à ne pas changer la loi qui autorise l'avortement uniquement en cas de viol ou de danger pour la maman. Alors cette lettre avait calmé les esprits jusqu'à l'intervention il y a 2 jours du pape Benoît XVI déclarant que les prêtres brésiliens avaient un devoir de jugement moral même en politique. Alors difficile de savoir quel sera l'impact de cette intervention de dernière minute. Dilma Rousseff est créditée de 54% des voix et son camp ce soir ne cache pas quand même une certaine fébrilité. Merci Sama. Scrutin donc au Brésil, second tour de la présidentielle demain. Est-ce le début de la fin d'une omerta en Italie? Demain, des victimes de prêtres pédophiles manifesteront devant le Vatican sans autorisation de la police. Les révélations récentes sur les abus commis par des membres du clergé catholique ont secoué l'Église, notamment en Europe. En Italie, c'est le procès d'un prélat qui a ouvert la voie à d'autres dénonciations. Sur place, Philippe Visserias, John Claudio Calderara. Après 2 ans de prison, il comparaît libre, assis entre ses 2 avocats. Dans ce tribunal de Rome, le père Ruggero Conti, prêtre d'une paroisse de la banlieue romaine, est poursuivi pour attouchement et viol sur mineurs. Les 8 victimes qu'il accuse ne sont pas présentes à l'audience ce jour-là. Lui nie tout, en bloc. Dans la salle, pour le soutenir, des paroissiens. À la barre, défilent une trentaine de témoins. Alessandro m'a dit qu'il avait été agressé, que le père Ruggero l'avait masturbé quand il était dans son lit. Le procès intenté contre le père Conti est l'un des premiers impliquant un prêtre en Italie. Dans ce pays catholique, il est souvent difficile pour les victimes de parler et d'être crues, comme le dénoncent les associations de lutte contre la pédophilie. En Italie, la pédophilie des prêtres existe. C'est un phénomène répandu, mais on en parle beaucoup moins qu'ailleurs, car il existe une chape de plomb qui conditionne la mentalité, la culture et l'esprit des gens. Souvent, il faut des années pour oser raconter. Nous sommes à Vérone, dans le nord de l'Italie. Ils ont aujourd'hui la cinquantaine, ils sont sourds et reviennent devant l'Institut Provolo, un internat religieux spécialisé pour les malentendants, où, disent-ils, ils ont été violés pendant des années par des prêtres. J'avais 9 ans quand je suis arrivé à l'Institut. J'ai été violé dès le départ. Et quand je demandais « Pourquoi vous me faites ça ?», ils me répondaient « Ça te fait du bien ». J'étais petit, je ne savais pas comment faire pour dénoncer. J'avais peur des punitions et d'aller en enfer. Jusqu'à l'an dernier, je n'en avais jamais parlé à personne. Pourquoi? Parce que les prêtres étaient plus importants que nous, beaucoup plus importants. Dans cette affaire, il n'y aura jamais de procès. En Italie, les faits de pédophilie sont prescrits au bout de 10 ans. Après tant d'années, la seule procédure possible est une enquête menée par l'Église sous la responsabilité de l'évêque. Et à Vérone, Monseigneur Zenti doute de la sincérité de ces accusations.
Ce tissu d'accusation est très exagéré. Mais si on découvrait qu'une petite partie de ce qu'ils disent est vrai, ce serait pour nous un motif de honte. Les éléments recueillis à Vérone seront ensuite transmis au Vatican, à Rome. Derrière ces murs, la Congrégation pour la doctrine de la foi est chargée de prendre des sanctions ou non contre les prêtres et est priée de suivre la ligne de fermeté définie par Benoît XVI. D'après le Vatican, depuis 10 ans, une centaine de prêtres italiens font l'objet d'une enquête interne à l'Église pour pédophilie. Un nombre dérisoire si on le compare à l'ampleur des dénonciations dans des pays comme la Belgique ou l'Irlande. Il est 20h18 à suivre dans votre journal. Il y aurait des milliards de planètes de la taille de la Terre dans notre galaxie sur lesquelles la vie serait possible. Et oui, c'est le résultat étonnant d'une étude de la NASA. La route du Rhum s'élance demain à 13h. Les bateaux se mettent en position. Nous retrouverons en direct de Saint-Malo l'un des favoris de la course, Thomas Coville. Et puis cinéma avec la sortie mercredi de La Princesse de Montpensier. Bertrand Tavernier met la jeune garde du cinéma français au service d'une épopée toujours moderne. Mais d'abord, pensez à reculer vos montres d'une heure. La nuit prochaine, nous passons à l'heure d'hiver à 3h du matin. Il sera 2h. Je vous le disais, la Terre dupliquée à l'infini. Les derniers travaux de la NASA révèlent que notre galaxie serait peuplée de dizaines de milliards de planètes de la même taille que la Terre. Cette étude fournit également de nombreux indices qui laissent penser que la vie serait possible ailleurs. Nicolas Châteauneuf, Thierry Breton. Vue de l'espace, elle apparaît toute bleue, perdue au milieu du vide spatial. Pourtant, notre planète pourrait bien ne pas être la seule de son genre, loin de là. Pendant 5 ans, des chercheurs de la NASA ont pointé leur télescope sur 160 étoiles du même type que notre Soleil. Ils ont compté les planètes de différentes tailles qui tournent autour de ces étoiles, un peu comme pour notre système solaire. Et là, surprise, les petites planètes sont les plus nombreuses. En extrapolant leurs résultats à l'échelle de notre galaxie, la Voie lactée, celle-ci compterait au moins 46 milliards de planètes de taille comparable à la nôtre. Si on regarde les planètes, les grosses planètes sont peu nombreuses, les planètes de taille moyenne sont un peu plus nombreuses, les plus petites planètes sont encore plus nombreuses et on imagine que les toutes petites planètes comme la Terre le sont encore plus. C'est ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, que la première planète hors de notre système solaire a été découverte il y a 15 ans. Depuis, on en a identifié 490, mais la plupart sont des géantes gazeuses, comme Jupiter, beaucoup trop massives pour abriter la vie. Les planètes rocheuses plus petites sont plus difficiles à détecter. On a l'espoir de détecter des planètes de plus en plus éloignées de leur étoile et donc avec des températures qui seraient de plus en plus raisonnables pour pouvoir imaginer que la vie ait pu s'y développer. Quand une planète est trop proche de son étoile, elle est trop chaude. Trop loin, elle est trop froide. Entre les deux, il y a une zone habitable où l'eau peut couler à l'état liquide, une condition nécessaire à la vie. Mais pour détecter des traces de vie extraterrestre sur une de ces planètes, il faudra des télescopes beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui. L'affaire de quelques décennies. Quant à imaginer rentrer en contact avec une autre civilisation, là, c'est encore de la science-fiction. À la veille du grand départ, les bateaux de la route du Rhum sortent des bassins et prennent position en mer. Les quais de Saint-Malo étaient noirs de monde aujourd'hui pour l'éclusage des voiliers. Beaucoup d'émotions aussi pour les skippers à la veille d'une longue et périlleuse course en solitaire. Manuel Tissier, Antoine Morel. Un avant-goût de départ, c'est l'un des grands moments de la route du Rhum. Une partie de la flotte se succède dans les écluses. Et Saint-Malo fête ses héros de la mer. Ils sont des centaines de milliers perchés sur les talus ou les remparts de la ville. Les géants sont en mouvement pour la première fois de la semaine. En photo, on ne se rend pas compte. Rien que le mât, c'est gigantesque. Donc on est enchanté. La manœuvre est stressante. Ouais, ralentis, sinon il ne peut pas se détacher, il va abîmer le filet. Ouais. Le trimaran de Yann Guichard fait plus de 18 mètres de large. Sur le plan d'eau agité, et sous le regard du public, la pression monte. Et là, de voir tout ce monde-là qui sont venus voir ces magnifiques bateaux et tous ces skippers, c'est très émouvant et magique. Ouais. L'émotion a projeté Servane Escoffier hors de son bateau. Native de Saint-Malo, la jeune navigatrice de 29 ans s'élance pour sa deuxième route du Rhum, la larme à l'œil. C'est trop dur. Enfin, c'est génial, mais je me sens vachement soutenue, c'est magnifique et en même temps, ça met de la pression quand même. La cérémonie des écluses va se poursuivre jusque tard dans la nuit.
et elle reprendra demain avant l'aube. Amarrés près de Dinard, 28 bateaux goûtent une veillée d'armes tranquille, loin de l'agitation de Saint-Malo, prêts pour la grande bataille. Et il est prêt pour la grande bataille en direct de Saint-Malo, l'un des favoris de la course. Bonsoir Thomas Coville. Alors vous partez sur un trimaran géant de 32 mètres. Tout simplement, comment vous sentez-vous à la veille du départ ? Bah écoutez, ça fait 4 ans qu'on attend ça. Ça fait 3 ans que je fais le tour du monde avec Sodebo et je vais arrêter de me battre contre le temps, mais me battre contre des visages. C'est vrai que je suis finalement assez impatient. Ça a été une semaine assez exceptionnelle à Saint-Malo et comme vous le disiez dans le reportage, l'émotion de passage des écluses est passée et maintenant passons à l'acte. Oui, alors justement, vous serez seul à bord de l'un des fameux ultimes. C'est la première fois que ces géants s'affrontent. Qu'est-ce que ça laisse présager? Plus de vitesse, plus de risques? Non, ça va laisser présager finalement qu'on a un plateau exceptionnel avec des marins et des bateaux tous très différents les uns des autres. Aujourd'hui, on ne s'est jamais confronté, donc c'est vrai que ça ouvre des perspectives d'une bagarre sur l'Atlantique qui, du début à la fin, va être, je pense, avec beaucoup de rebondissements. La météo part clémente, mais finalement, au milieu de l'Atlantique, ça risque d'être mouvementé avec beaucoup de manœuvres. Donc, je pense que cette route du Rhum, ça va être une route du Rhum, une grande classique et une très grande route du Rhum. En quoi est-elle une course atypique? Je pense qu'elle est atypique parce que elle est populaire. Et pourquoi elle est populaire? C'est parce que dans ce bassin, il y a tellement de bateaux différents, des grands, des petits. Il y a des grands comme Sodebo, il y a des grands comme Groupama, mais il y a aussi à chaque bateau une histoire différente. Et le public qui vient là se reconnaît dans chaque bateau. Et chacun choisit finalement la personne, le visage, le bateau avec lequel elle a envie de traverser l'Atlantique, elle, par procuration, et elle part rêver avec ce bateau. Et je pense que c'est ça, finalement, cette histoire très forte de Monsieur Etévenon, qui a su relier la mer, l'océan, le large avec le grand public et avec ces émotions qui finalement peuvent faire partir Monsieur et Madame tout le monde. Et ce soir à Saint-Malo, c'est encore noir de monde et ça fait chaud au cœur. Je pense que notre sport touche encore beaucoup de monde et finalement donne un sens à beaucoup de gens. En tout cas, il touche le cœur aussi des téléspectateurs de France Télévisions. Merci beaucoup Thomas Coville, puisque nous suivrons donc le départ de cette route du Rhum demain en direct dans votre journal de 13 h. En rugby, c'est désormais Toulouse qui est en tête du top 14 après sa victoire sans appel cet après-midi face à Toulon, 44-5. 6 essais pour les Rouges et Noirs qui devancent désormais Montpellier d'1 point au classement. Il y aura un Français en finale du tournoi de tennis de Montpellier. Gaël Monfils a battu cet après-midi en demi-finale l'autre Français, encore en lice, Jo-Wilfried Tsonga. Le score 7-6, 2-6, 6-4. Monfils affrontera demain le Croate Ljubicic. Enfin, Tony Parker joue les prolongations. Le Français re-signe chez les Spurs de San Antonio. 4 nouvelles saisons jusqu'en 2015. Montant de la prorogation, 50 millions de dollars, environ 36 millions d'euros. Quand Bertrand Tavernier s'attaque à la Renaissance avec La Princesse de Montpensier, adapté du texte de Madame de Lafayette, le réalisateur signe une fresque historique servie par la jeune garde du cinéma français, un film d'époque romanesque mais néanmoins moderne. Marie-Jo Jouan, Vincent Bouffartigue. La France en 1562. Les guerres de religion font rage, les passions aussi. L'idée du péché, est-ce déjà péché? L'idée sans l'envie, non. Et l'idée avec l'envie? Des passions concentrées autour d'une riche héritière, Marie de Mézières. Non, folie. Amoureuse du duc de Guise, mariée de force au prince de Montpensier. J'aurais aimé moi aussi avoir un sourire de vous. Convoitée par le duc d'Anjou Votre beauté. et même par son précepteur. Je croyais que l'âge m'avait affranchi des tracas de l'émotion amoureuse. Vous êtes en train de me dire? Ce que je dis, madame, je vous aime. La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier était en compétition cette année à Cannes. Mélanie Thierry s'est glissée dans la peau de cette princesse du XVIe siècle. C'est une jeune femme, elle est toute jeune, elle a 20 ans et elle est terriblement curieuse, elle a envie d'avoir accès au monde. C'est une jeune femme comme ça qui a envie de changer les mœurs et de pouvoir avancer et de pas juste rester idiote.
Tourné en décor naturel, là dans l'abbaye de Noirlac, ce film d'époque semble très contemporain. Sans doute grâce à la mise en scène de Bertrand Tavernier et à ses personnages qu'il tourne au plus près de leurs sentiments. Mon mari nous soupçonne. Ne me parlez plus en public. Ça me touchait. D'avoir un personnage jeune qui est lancé malgré elle dans une série d'événements violents, forts, qu'elle va devoir affronter presque à son corps défendant. Comment osez-vous? Toute la cour vous dit amoureux du... Drôle de siècle où l'on était marié à 14 ans, chef d'une armée à 18. À travers la vie de cette princesse rebelle, Bertrand Tavernier nous réapprend à sa façon tout un pan d'histoire de France. Je crains pour vous, madame. Ne vous trompez pas d'étoile. Voilà la princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier avec Lambert Wilson et Mélanie Thierry en salle mercredi prochain. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Alerte orange aux orages. 7 départements du sud-est sont déjà victimes de pluies torrentielles ou sur le point de l'être. Les orages du Gard se déplacent ce soir dans les Bouches-du-Rhône et le Var, il est recommandé de ne pas sortir. Je vous rappelle que nos deux confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Cela fait maintenant 305 jours. Bien entendu, nous ne les oublions pas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Isabelle Martinet, 20h35, les années bonheur avec Patrick Sébastien. Je vous retrouve demain dès 13h pour le journal, puis 13h15, votre magazine. Très bonne soirée sur France 2. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.